La terre d'Alsace se réveille dans un soupir froid, bien avant que le soleil ne daigne franchir les crêtes des Vosges. Je la sens sous mes doigts, cette terre lourde et humide qui colle aux sabots et promet une journée de labeur sans fin. Chaque matin est une répétition du précédent, une cérémonie silencieuse où nos corps, encore engourdis par un sommeil trop court, se plient à la volonté des vignes. L'air sent la tourbe et la brume, une odeur qui est devenue celle de ma propre peau, de mes propres poumons. Nous sommes des ombres qui se meuvent dans la pénombre, des silhouettes anonymes dont la seule valeur réside dans la force de nos bras et la courbure de notre dos. Le domaine de Monclar est notre monde et notre prison, un royaume de cèpes noueux et de silence pesant, où le vin qui naîtra de notre sueur ne touchera jamais nos lèvres. C'est ainsi, et personne ici n'ose imaginer qu'il puisse en être autrement. Au-dessus de nous, perché sur sa colline comme un juge de pierre, le manoir des Monclar domine tout. Ses fenêtres sombres sont des yeux qui nous surveillent sans jamais ciller, même lorsque la brume tente de l'effacer du paysage. C'est une forteresse de silence et d'ordre, dont les murs épais étouffent les rires et les chuchotements. Pour nous, les journaliers, il est aussi distant et inaccessible qu'une étoile froide. Nous connaissons chaque pierre de ses fondations, chaque tuile de son toit, mais nous n'en franchirons jamais le seuil autrement que pour y être jugés. La richesse qui s'y accumule est bâtie sur la fatigue de nos pères et la nôtre, une vérité simple et cruelle que l'on apprend dès le berceau. Le contraste est une blessure visible, la saleté de nos mains contre la blancheur de ces murs, nos haillons contre la soie que nous devinons derrière ces vitres. Le silence est la loi la plus stricte du domaine, pas le silence apaisant de la forêt, mais un silence fabriqué, imposé par la peur. Dans les rangs de vignes, nos échanges sont des murmures que le vent emporte aussitôt, des regards furtifs qui en disent plus long que des phrases entières. La voix du contremaître, elle, a le droit de fendre l'air, sèche et tranchante comme un coup de fouet. Elle nous rappelle à l'ordre, mesure notre productivité, nous déshumanise avec une efficacité redoutable. Le son de nos outils contre la terre est la seule musique autorisée, une percussion monotone et épuisante qui rythme nos journées du lever au coucher du soleil. Tout éclat de rire est une insubordination, toute plainte une trahison. Nous avons appris à réprimer nos émotions jusqu'à ce qu'elles deviennent des nœuds douloureux dans nos entrailles, des fantômes silencieux qui nous hantent la nuit. Monsieur Henri de Monclar est le maître de ce silence. Je le vois rarement de près et c'est qu'une bénédiction. Le plus souvent, il n'est qu'une silhouette à cheval sur la crête d'une colline, une statue sombre se découpant sur le ciel gris. Sa présence n'a pas besoin d'être physique pour être ressentie. Elle est dans l'air que nous respirons, dans la rigidité des épaules du contremaître, dans la peur qui glace le sang des enfants lorsqu'ils entendent le bruit des sabots de son étalon sur le chemin de terre. On dit qu'il ne lève jamais la voix, que son autorité s'exprime par un simple regard, un geste imperceptible de la main. Il est l'incarnation du système qui nous écrase, un homme dont le pouvoir est si absolu qu'il n'a plus besoin de le démontrer. Il est la main invisible qui tient nos vies entre ses doigts et qui peut les briser sur un caprice. Nous avons appris l'art de l'effacement. Lorsque le maître ou sa voiture traverse les champs, nous devons cesser tout travail, nous ranger sur le bas-côté, tête basse et casquette à la main. Croiser son regard est une faute impardonnable, un acte d'orgueil qui mérite punition. Il faut devenir une partie du paysage, un rocher, un arbre, n'importe quoi sauf un homme. C'est un rituel d'humiliation quotidienne, une leçon sans cesse répétée. Nous ne sommes rien. Nos existences ne sont tolérées qu'aussi longtemps que nous restons à notre place, invisibles et soumis. Cette soumission est devenue une seconde nature, un réflexe de survie gravé dans nos chairs. Lever les yeux, c'est défier l'ordre du monde. Et l'ordre du monde, ici, a le visage de pierre d'Henri de Monclar. Chaque jour, nous mourons un peu dans cette posture de déférence. Je me souviens de Pierre. Il avait volé une miche de pain dans les cuisines du manoir, poussé par la faim de ses enfants. Sa punition fut publique, sur la place du domaine, pour que tous puissent voir le prix de la désobéissance. Le sifflement du fouet dans l'air, le bruit sourd de son impact sur la peau, le silence terrifié de l'assemblée, ces sons sont gravés dans ma mémoire. Personne n'a bougé, personne n'a protesté.
Nous avons regardé, impuissants, nos visages aussi fermés que des poings. La peur est un poison efficace, elle isole et paralyse. Ce jour-là, j'ai compris que la justice du maître n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Elle n'était qu'un instrument de pouvoir, une démonstration de force destinée à maintenir le troupeau dans la terreur et l'obéissance. Le sang de Pierre sur les pavés était un avertissement pour nous tous. Ma cabane est mon seul refuge, un abri précaire adossé au mur d'une vieille grange. Les murs sont faits de terre et de bois, le sol est en terre battue. L'odeur est un mélange de paille humide, de fumée froide et de la poussière de charbon de bois que j'utilise pour dessiner. C'est un espace exigu, à peine assez grand pour un lit de camp et une petite table, mais c'est le seul endroit au monde où je peux respirer. Loin des regards du contremaître, loin de la silhouette menaçante du manoir, je peux redevenir un homme. Ici, dans la pénombre, le silence n'est plus une contrainte, mais un compagnon. C'est dans ce réduit que je cache mon secret, ma seule richesse, la seule chose qui m'appartienne vraiment et qui me rappelle que mon âme n'est pas encore tout à fait morte, même si mon corps est asservi. Mon secret, ce sont mes dessins. Sur des morceaux de papier volés ou des chutes de bois lisses, je capture le monde que mes yeux voient, mais que ma bouche ne peut pas décrire. Je ne dessine jamais les gens. Les visages humains sont trop compliqués, trop chargés de cette peur et de cette soumission que je cherche à fuir. Je dessine les choses qui sont libres. Un oiseau en plein vol, le détail d'une feuille de vigne rongée par l'automne, le mouvement du vent dans les herbes hautes. L'un de mes derniers croquis représente un moineau tombé du nid, une aile brisée, mais le regard encore plein d'une vie féroce. En le dessinant, j'ai senti une étrange parenté avec cette petite créature brisée et tenace. C'est mon seul langage, ma seule prière, un acte de résistance silencieux contre un monde qui veut me réduire à une simple paire de bras. Parfois, je l'aperçois, Madame Élise de Montclar, une apparition fugace derrière une fenêtre du premier étage ou une silhouette blanche se promenant lentement dans les jardins clos du manoir. Elle est aussi belle et lointaine que la lune. Sa présence est un paradoxe. Elle fait partie de ce monde de pouvoir qui nous opprime, mais il y a dans sa démarche, dans la façon dont sa tête est toujours légèrement inclinée, une tristesse qui la rend différente. Elle ne ressemble pas à son mari. Elle semble aussi fragile que les roses de son jardin et tout aussi prisonnière. Pour les autres journaliers, elle est simplement la femme du maître, un autre symbole de notre servitude. Mais quand je la regarde, je vois quelque chose de plus. Une solitude qui fait écho à la mienne, une cage dorée qui n'est peut-être pas si différente de ma prison de terre et de labeur. Mon surveillance est constante, insidieuse. Elle ne vient pas seulement du maître ou de ses contremaîtres, elle vient de nos propres rangs. La faim et la peur rendent les hommes méfiants. Un mot de trop, un geste déplacé, et quelqu'un pourrait aller le rapporter, en échange d'une faveur, d'un morceau de pain supplémentaire. Nous sommes les gardiens de notre propre prison. Cette méfiance empoisonne tout, brise les solidarités avant même qu'elles puissent naître. On apprend à marcher les yeux baissés, non seulement par respect pour le maître, mais aussi pour ne pas attirer l'attention de ses voisins. Chaque parcelle de vie est exposée, chaque faiblesse peut être exploitée. Il n'y a pas d'intimité, pas de confiance. Nous vivons côte à côte, mais nous sommes désespérément seuls, chacun enfermé dans sa propre terreur silencieuse. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Un ordre inhabituel m'a été donné. Je dois me rendre près des serres, à l'arrière du manoir, pour réparer un muret de pierre sèche. C'est un travail solitaire, loin des champs et des autres ouvriers. C'est aussi dangereusement proche de son domaine, le jardin où elle se promène parfois. Alors que je choisissais mes pierres, j'ai senti un regard sur moi. Ce n'était pas le regard dur du contremaître, ni celui méfiant d'un autre journalier. C'était un regard différent, curieux, presque hésitant. J'ai levé la tête un bref instant, juste une seconde, et je l'ai vue. Elle se tenait près d'un rosier, immobile. Nos yeux se sont croisés. Elle n'a pas détourné le regard immédiatement. Dans cette fraction de seconde, le silence du domaine m'a semblé différent, non plus vide, mais rempli d'une attente insoutenable. Je m'appelle Luc Moreau, bien que ce nom ne soit qu'un murmure dans le grand registre du domaine, une inscription parmi tant d'autres. Je suis né ici, comme mon père avant moi, et je mourrai probablement ici, le dos courbé sur la même terre qui a bu sa sueur.
Mon enfance n'est qu'une collection de souvenirs flous, dominés par la faim et le froid. Je me souviens des mains de ma mère, rêches comme l'écorce, essayant de me réchauffer près d'un feu qui ne donnait jamais assez de chaleur. Elle est partie un hiver, emportée par la fièvre, et son absence a creusé en moi un silence que rien n'a jamais pu combler. Mon père a suivi quelques années plus tard, écrasé par la chute d'une barrique dans le chai. Je n'ai pas pleuré. J'avais appris très tôt que les larmes étaient un luxe, une dépense inutile. Depuis, je suis une ombre, un outil de plus dans l'inventaire de Monsieur de Monclar, défini non par ce que je suis, mais par ce que je peux endurer. Pourtant, dans le secret de ma cabane, à la lueur d'une chandelle chèrement acquise, je cesse d'être un outil. Je deviens une main qui guide un fusain sur un morceau de carton. C'est là que je respire. Mon art est ma rébellion silencieuse, la seule partie de mon être qui n'a pas été soumise. Je ne dessine pas les visages des hommes, car ils portent tous le même masque de résignation. Je dessine la torsion d'une vieille branche de vigne, la texture d'une pierre couverte de mousse, la lumière fragile d'une aube qui se lève sur les collines. Ces choses ne connaissent pas la peur. Elles existent, simplement. En les traçant, je m'approprie un fragment de leur liberté. C'est une prière sans mots, une tentative désespérée de prouver à moi-même que mon regard a une valeur, que je suis capable de voir la beauté dans un monde qui ne m'a jamais montré que sa laideur. C'est mon seul trésor et ma plus dangereuse faiblesse. Madame Élise de Monclar est l'antithèse de ce monde. Elle est une créature d'un autre univers, faite de soie et de porcelaine. Quand elle passe, un parfum de lilas flotte dans son sillage, une odeur si pure qu'elle semble déplacée au milieu de nos relents de terre et de sueur. Je l'observe de loin, une silhouette pâle et gracieuse glissant à travers des jardins où il nous est interdit de poser le pied. Sa peau est si blanche qu'elle semble n'avoir jamais connu le baiser brutal du soleil. Ses mouvements sont lents, mesurés, comme ceux d'une poupée mécanique dont le mécanisme serait sur le point de se briser. Il y a en elle une tristesse si profonde qu'elle semble imprégner l'air autour d'elle, une mélancolie qui la rend presque transparente. Elle est la plus belle chose de ce domaine, et peut-être aussi la plus captive. Sa cage est faite d'or, mais les barreaux n'en sont pas moins solides. J'ai parfois entrevu sa vie à travers les grandes fenêtres du manoir, lorsque je travaillais à proximité. Les dîners sont des cérémonies funèbres. Le silence à leur table est encore plus lourd que celui des chants, seulement rompu par le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine. Son mari, Monsieur de Monclar, est assis à l'autre bout d'une longue table, et l'espace qui les sépare semble un abîme infranchissable. Je ne l'ai jamais vu lui adresser un geste tendre, ni même un regard qui ne soit pas teinté de possession ou de réprimande. Elle vit dans une prison de convenance, un monde où chaque mot est pesé, chaque émotion dissimulée. Elle est un objet d'ornement, une preuve de plus de la richesse et du statut de son mari. Je la vois parfois fixer le vide, et dans ses yeux, je crois reconnaître la même soif de liberté qui brûle dans la propre poitrine. Henri de Monclar est le dieu de ce petit monde, un dieu sévère et distant. Son pouvoir n'a pas besoin de cris pour s'affirmer. Il est dans la droiture de sa posture, dans la coupe impeccable de ses vêtements, dans le froid acier de son regard qui vous traverse sans jamais vous voir comme un homme. Il est l'ordre, la tradition, la loi immuable. Il incarne la certitude que le monde est ainsi fait, avec des maîtres et des serviteurs, et que toute tentative de changer cet ordre est une hérésie contre la nature même des choses. Sa violence n'est pas capricieuse, elle est réfléchie, systémique. C'est la violence d'une structure conçue pour broyer toute individualité, toute velléité d'insoumission. Il ne hait pas les gens comme moi, il ne pense tout simplement pas à nous, sauf lorsque nous sortons du rang. Nous sommes le sol sur lequel il marche, nécessaire mais invisible. Sa main de fer ne s'abat pas seulement sur nous, les journaliers. Je l'ai vu une fois saisir le bras de sa femme avec une force contenue mais terrible, simplement parce qu'elle avait laissé tomber un gant. Son visage à elle n'a pas changé, elle a gardé ce masque de parfaite sérénité, mais j'ai vu la marque blanche de ses doigts sur sa peau lorsqu'il l'a relâchée. C'est un homme qui possède tout ce qui l'entoure, la terre, les vignes, les bêtes et les gens. Et sa femme est peut-être sa plus précieuse possession. Cet incident m'a confirmé ce que je soupçonnais. Sa cage dorée est gardée par un geôlier impitoyable. En cet instant, j'ai ressenti pour elle non pas de la pitié, mais une étrange et dangereuse forme de fraternité.
Nous étions tous les deux ses prisonniers, chacun à notre manière, chacun dans notre silence. Et je savais que son silence à elle devait être bien plus assourdissant que le mien. Le temps s'est figé dans l'instant où nos regards se sont croisés. Un silence plus profond que celui des champs a englouti le bruit de mes outils, le chant lointain d'un oiseau, le battement même de mon propre sang dans mes tempes. La peur, une vieille amie glaciale, m'a saisi à la gorge. J'ai immédiatement baissé les yeux, fixant la pierre brute entre mes mains comme si ma vie en dépendait. Mon corps tout entier s'est contracté, se préparant à l'invisible coup qui suit toujours un tel acte d'insubordination. J'ai repris mon travail avec une lenteur calculée, chaque mouvement un mensonge, une tentative désespérée de redevenir ce que je suis censé être, un meuble, une partie du décor, une chose sans regard ni pensée. Mais je sentais encore le poids de son attention sur ma nuque, une brûlure étrange et insupportable qui me disait que le moment n'était pas terminé, que le danger ne faisait que commencer. Puis j'ai entendu un son qui n'avait pas sa place ici, dans mon monde de terre et de sueur. Le frottement délicat d'une robe de soie sur l'air humide, un murmure de tissu qui se rapprochait inexorablement. Mon cœur a martelé contre mes côtes, un tambour fou annonçant une catastrophe. Ne pas bouger, ne pas lever la tête, prier pour que ce ne soit qu'un songe, une hallucination. Mais une ombre s'est étendue sur les pierres que j'assemblais, une ombre fine et allongée qui a éteint la pâle lumière du soleil sur mes mains. Elle était là, si proche que je pouvais presque sentir la chaleur de sa présence. Un parfum subtil de fleurs de jardin, de lilas et de pluie a atteint mes narines, une fragrance si pure qu'elle semblait m'accuser de ma propre odeur de labeur et de pauvreté. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Sa voix, quand elle a parlé, était plus douce que ce que j'avais imaginé. Pas un ordre, pas une réprimande, mais une simple observation, posée dans l'air comme une plume. « Vous travaillez avec soin ». Ces quelques mots ont suffi à faire trembler mes mains. J'ai senti la sueur perler sur mon front et couler le long de mes tempes. Je devais répondre, le silence serait une insolence. J'ai avalé ma salive, ma gorge sèche comme de la pierre ponce, et j'ai réussi à articuler un son rauque, un murmure à peine audible qui s'est perdu contre le muret. « Merci, madame ». Je n'ai pas osé relever la tête, fixer le sol, fixer mes mains sales. Devenir plus petit, encore plus insignifiant. J'étais un animal pris au piège, feignant la mort dans l'espoir que le prédateur se lasse et s'en aille. Mais elle ne s'est pas éloignée. Le silence s'est étiré, lourd de tout ce qui ne pouvait être dit entre nous. Elle a fait un pas de plus. Je l'ai vue du coin de l'œil, la pointe de sa chaussure en satin clair, immaculée, à quelques centimètres seulement de mes bottes arrotées. Cette proximité était une hérésie, une rupture violente de l'ordre sacré du domaine. Puis elle a de nouveau parlé, sa voix encore plus basse, presque un secret. Ce ne sont pas des mains de maçon. La phrase m'a frappé comme un coup de fouet. La peur a laissé place à une stupeur glacée. Comment pouvait-elle savoir? J'ai instinctivement tenté de cacher mes doigts, mais il était trop tard. Elle avait vu les traces noires du fusain incrustées sous mes ongles et dans les lignes de ma peau, des taches qui ne partaient jamais complètement, des stigmates de ma vie secrète. Elle avait vu au-delà du journalier, elle m'avait percé à jour. En un instant, elle avait mis le doigt sur la seule chose qui m'appartenait, mon unique et plus dangereux trésor. Sans un mot de plus, elle a tourné les talons. J'ai entendu le froissement de sa robe s'éloigner, puis plus rien. L'ombre a disparu de mes mains et la lumière m'a semblé soudainement crue et aveuglante. Je suis resté immobile pendant un long moment, le marteau suspendu en l'air, incapable de reprendre le fil de mes gestes. Le monde autour de moi avait repris ses bruits habituels, mais tout me semblait différent, altéré. L'air n'avait plus la même densité. Le silence n'était plus vide, il était chargé de son souvenir, de sa voix, de sa question terrible. Elle savait. Ou du moins elle soupçonnait quelque chose, elle m'avait vu. Non pas comme un outil, mais comme un homme qui cachait un secret. Et dans ce monde où la survie dépend de l'invisibilité, je venais de commettre la plus grande des erreurs. J'avais été remarqué. Une angoisse nouvelle, plus profonde que la peur, a commencé à grandir en moi. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse. Chaque lever de soleil apportait avec lui la certitude de ma condamnation. Je m'attendais à chaque instant à voir surgir le contremaître, le visage fermé, pour m'annoncer mon châtiment.
J'évitais le chemin près des serres, je redoublais d'ardeur dans les vignes les plus éloignées, cherchant à me fondre à nouveau dans l'anonymat de la masse des travailleurs. Mais ces mots résonnaient en moi, inlassablement. Ce ne sont pas des mains de maçon. Cette phrase avait brisé le mur de mon invisibilité. Le silence du domaine n'était plus le même, il était désormais peuplé de son souvenir, de son regard et de la menace qu'il faisait peser sur ma misérable existence. Je ne travaillais plus seulement sous le regard du maître, mais sous celui bien plus troublant d'une femme qui avait deviné mon âme. La peur n'était plus une simple habitude, elle était devenue ma seule compagne, un poison qui s'insinuait dans chaque geste. Pourtant, l'ordre finit par tomber, inévitable. Je devais retourner au muret inachevé. Mon cœur battait la chamade tandis que je marchais vers ce lieu maudit, chaque pas me semblant plus lourd que le précédent. Je me promis de ne pas lever les yeux, de me murer dans un silence de pierre, de devenir la pierre elle-même. Je travaillais depuis 1 heure à peine, le dos courbé, le visage presque collé à mon ouvrage, lorsque je la vis de nouveau. Elle n'est pas venue vers moi cette fois. Elle s'est promenée le long d'un parterre de fleurs, puis s'est arrêtée près d'un vieux banc de pierre, comme pour admirer la vue. En repartant, elle a laissé tomber quelque chose, un petit carré blanc qui tranchait violemment avec le vert sombre de la pelouse. Un mouchoir? Non, c'était trop rigide. C'était un morceau de carton fin, d'un blanc immaculé, un objet d'un porphyre et d'une luxuriosité que je n'avais jamais touché. Elle s'éloigna sans un regard en arrière, me laissant seul avec ce défi silencieux. Mon corps tout entier était paralysé par l'indécision. Le morceau de carton gisait sur l'air à quelques mètres de moi, aussi dangereux qu'un serpent endormi. Le ramasser était un acte de complicité, un pas de plus vers l'abîme. L'ignorer pouvait être interprété comme un affront, un refus. Les yeux des autres domestiques, invisibles mais toujours présents, semblaient me brouiller le dos. Je sentais le regard d'un jardinier au loin, celui d'une servante derrière une fenêtre du manoir. Chaque seconde qui passait augmentait le danger. Finalement, poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai agi. D'un geste rapide, feignant de ramasser un outil tombé, j'ai saisi le carton. Il était froid et lisse sous mes doigts sales. Je l'ai glissé à l'intérieur de ma chemise, contre ma peau, où il me brûlait comme un fer rouge. Le reste de la journée, je n'ai été qu'une machine, mes gestes automatiques masquant le chaos qui régnait dans mon esprit. Ce n'est que la nuit, dans la sécurité précaire de ma cabane, que j'ai osé le regarder à la lueur d'une bougie. Il était vierge, aucun mot, aucun signe. Et pourtant, le message était d'une clarté assourdissante. C'était une invitation. Elle m'offrait une toile, un espace pour être ce qu'elle avait deviné. C'était un acte d'une confiance insensée ou d'une cruauté infinie. En me donnant ce papier, elle reconnaissait mon secret, mais elle me rendait aussi vulnérable que jamais. Une vague de terreur et d'une étrange exaltation m'a submergé. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait. Après une longue évitation, mes doigts tremblants ont saisi un morceau de fusain. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dessiné de mémoire l'image qui l'avait tant marqué. Le petit moineau à terre, l'aile brisée, mais son œil noir fixant le ciel avec une défiance farouche. C'était ma réponse, mon propre aveu silencieux. Le lendemain, la peur avait changé de nature. Elle n'était plus paralysante, mais électrique, tendue vers un but. J'ai déposé le dessin sur le banc de pierre où elle avait laissé le carton, le dissimulant sous une feuille de lierre pour le protéger des regards et du vent. Puis j'ai repris mon travail sur le muret, le cœur battant à rompre. Je ne l'ai pas regardé venir, je l'ai senti. L'air a semblé s'épaissir, le parfum des roses s'intensifier. J'ai entendu le léger craquement de ses pas sur le gravier, puis un long silence. Je n'osais pas respirer. J'imaginais ses mains gantées se saisir du dessin, ses yeux parcourir les traits de fusain. A-t-elle compris? A-t-elle vu le reflet de sa propre âme dans cet oiseau captif? Un bruissement de tissu m'a indiqué qu'elle repartait. Quand j'ai enfin osé jeter un coup d'œil, le dessin avait disparu. Une conversation sans mots venait d'avoir lieu, nous liant d'un secret aussi fragile que dangereux. Nos rencontres devinrent un rituel périlleux, une danse silencieuse au bord du précipice. Elle venait presque chaque jour se promener dans les jardins près de mon lieu de travail.
Parfois, elle ne disait rien, se contentant de s'asseoir sur le banc, et sa simple présence suffisait à transformer mon labeur en une attente insoutenable. D'autres fois, elle posait une question anodine, sa voix un murmure à peine porté par le vent. « Comment s'appelle cette fleur? Le sol est-il difficile à travailler ici ?» Des questions qui n'attendaient pas de vraies réponses, des prétextes pour combler le silence qui nous séparait. Je répondais d'une voix basse, sans jamais la regarder directement, mes yeux fixés sur mes mains ou mes outils. Mais dans ces instants volés, nous partagions quelque chose de plus profond qu'une conversation, la conscience aiguë et terrifiante du gouffre qui nous séparait et de la fragilité du pont que nous tentîmes de jeter par-dessus. Un après-midi, alors qu'elle contemplait les rosiers taillés avec une rigueur militaire, elle a dit, plus pour elle-même que pour moi, « On les force à être beaux, mais on leur ôte toute liberté. On coupe chaque branche qui ose pousser différemment. À la fin, ils n'ont plus d'épines pour se défendre. » Sa voix était empreinte d'une mélancolie si profonde qu'elle m'a transpercé. Pour la première fois, elle ne parlait pas des fleurs. J'ai compris qu'elle parlait d'elle-même, de sa vie réglée, de sa cage dorée, où chaque geste était observé, chaque émotion réprimée. J'ai vu la prisonnière derrière la châtelaine. Dans son aveu voilé, j'ai reconnu l'écho de ma propre servitude, une douleur familière qui transcendait nos conditions. Je n'ai rien répondu, mais j'ai levé les yeux vers elle une fraction de seconde. Et dans ce regard, j'ai tenté de mettre toute la compassion muette dont j'étais capable. Elle a soutenu mon regard et j'ai cru y voir une lueur de gratitude. Je commençais à la voir différemment. Ce n'était plus seulement Madame de Montclar, la silhouette lointaine et inaccessible. C'était Élise. Je remarquais les cernes bleutées sous ses yeux que la poudre ne parvenait pas à masquer. Je voyais le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. J'entendais la lassitude dans sa voix, même lorsqu'elle parlait de choses futiles. La curiosité initiale avait laissé place à un sentiment nouveau et bien plus périlleux. Une forme d'attachement, un besoin instinctif de la protéger, ce qui était la plus grande des folies. Chaque jour, je découvrais une nouvelle fissure dans sa façade, de perfection, et chaque fissure la rendait plus humaine, plus réelle, et augmentait le danger que nous courions. Mon art m'avait appris à voir au-delà des apparences, et ce que je voyais en elle était une âme aussi brisée que le petit oiseau de mon dessin. La tension autour de nous devenait palpable. Le monde extérieur, qui nous avait semblé s'effacer lors de nos brèves rencontres, revenait en force. Ses yeux soupçonneux braquaient sur nous. Un jour, le vieux jardinier m'a observé longuement, le regard plissé, sans dire un mot. Une autre fois, j'ai surpris le majordome nous épier depuis une fenêtre du salon, son visage une statue de réprobation. Nos moments de silence partagé étaient désormais empoisonnés par la certitude que nous étions surveillés. La peur n'était plus seulement en moi, elle était dans l'air, dans le bruissement des feuilles, dans chaque ombre qui s'allongeait. Le domaine entier semblait retenir son souffle, attendant la faute, l'erreur qui nous trahirait. Notre lien secret, notre seule source de lumière, était en train de tisser autour de nous une toile mortelle dont nous ne pourrions bientôt plus nous échapper. Un soir, alors que le crépuscule teignait le ciel de couleurs violacées, elle est venue plus près que jamais. L'odeur de son parfum était si forte que j'en ai eu le vertige. Elle ne portait pas de gants. Son visage était pâle, ses yeux brillants d'une urgence que je n'avais encore jamais vue. Elle a attendu qu'un dernier ouvrier s'éloigne sur le chemin, puis sa voix a fendu le silence, un murmure rauque et désespéré. « Il me détruit, Luc, lentement. Chaque jour, il m'enlève un peu plus de vie. » Les mots sont restés suspendus entre nous, un aveu terrible qui scellait notre destin. Puis elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, il n'y avait plus de distance, plus de barrière de classe, seulement la prière d'une âme à une autre. « Peignez-moi » a-t-elle supplié. « Montrez-leur ce que vous seul semble voir. Montrez-leur l'oiseau avant qu'il n'ait plus la force de regarder le ciel. » Sa demande résonnait encore dans le silence de ma cabane, un écho suspendu entre les murs de terre et de bois. « Peignez-moi » Ce n'était plus une requête, c'était une reddition. Les séances suivantes furent différentes, chargées d'une intimité fiévreuse et terrifiante.
La lueur de la bougie dansait sur les traits de son visage, et chaque coup de pinceau me semblait être une caresse interdite, un contact que mes mains rêches n'auraient jamais le droit de connaître. Je ne peignais plus seulement son image, mais le chagrin qui se cachait dans l'ombre de ses cils, la soif de liberté qui brillait au fond de ses pupilles, la solitude qui sculptait la courbe de ses lèvres. L'air était si dense que je pouvais à peine respirer. Nous étions seuls au monde, enfermés dans cette bulle fragile de silence, de fusain et d'odeur de térébenthine. Et dehors, le domaine et son maître attendaient, comme un loup à l'orée d'une forêt, que nous fassions un faux pas. Notre toile devenait un miroir de nos âmes captives, un testament dangereux de ce qui naissait entre nous. Je posai le pinceau, c'était fini. La dernière touche de lumière sur sa lèvre inférieure avait donné vie au portrait. Sur le chevalet, ce n'était plus Élise de Montclar, la châtelaine intouchable. C'était l'oiseau blessé, le regard tourné vers une fenêtre invisible, une larme silencieuse figée pour l'éternité sur sa joue. J'ai levé les yeux de la toile vers son visage. Elle me regardait non plus comme une maîtresse observe son serviteur, mais comme une âme en reconnaît une autre. Dans son regard, il n'y avait plus de peur, seulement une tristesse infinie et une gratitude si profonde qu'elle me brisa le cœur. Le silence qui s'installa entre nous n'était plus celui de la peur ou de la convention. C'était un silence plein, vibrant, un abîme où toutes les barrières sociales s'étaient effondrées. L'espace qui nous séparait, autrefois un gouffre infranchissable, n'était plus qu'une simple distance physique, une formalité que nos esprits avaient déjà abolie depuis longtemps. Un mouvement que je n'ai pas commandé, un réflexe né des profondeurs de mon être, a guidé ma main. Lentement, avec une hésitation qui contenait toute la terreur de mon existence, je l'ai tendue vers elle. Mes doigts, sales et marqués par la terre et le charbon, tremblaient en approchant de sa peau de porcelaine. J'ai effleuré sa joue, là où j'avais peint la larme. Le contact fut un choc, une brûlure de glace qui remonta le long de mon bras et enflamma tout mon corps. Sa peau était si douce, si fragile sous ma paume rugueuse. C'était une hérésie, un crime contre l'ordre du monde. Elle n'a pas reculé. Au contraire, elle a fermé les yeux et s'est légèrement appuyée contre ma main. Un abandon total et muet, un soupir qui disait tout ce que sa bouche ne pouvait pas formuler. En cet instant, nous n'étions plus un journalier et une aristocrate. Nous n'étions que deux solitudes qui se touchaient pour la première fois. Le temps s'est aboli. Poussé par la même force irrépressible, je me suis penché vers elle. Nos visages se sont rapprochés jusqu'à ce que je sente son souffle sur mes lèvres, un souffle frais qui sentait le lilas et les larmes. Ce ne fut pas un baiser de désir, mais un aveu de désespoir, la rencontre de deux douleurs qui ne trouvaient aucun autre langage. Ses lèvres étaient froides, et le goût salé de sa tristesse se mêlait à la poussière de ma propre vie. C'était un baiser doux et terrible, un instant de réconfort volé qui portait en lui le germe de notre destruction. Je l'ai tenue comme si elle était faite de verre, conscient que chaque seconde de cette étreinte creusait un peu plus notre tombe. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que la chaleur de son corps contre le mien, le martèlement de nos cœurs à l'unisson, et cette certitude écrasante que cet unique instant de vérité serait le dernier. Quand nos lèvres se sont séparées, le monde s'est abattu sur nous avec une violence inouïe. Le silence de la cabane était devenu assourdissant, hostile. Nous nous sommes regardés, les yeux écarquillés par la conscience de l'irréparable. Le portrait sur son chevalet nous fixait comme un juge. Il n'était plus une œuvre d'art, il était la preuve tangible de notre crime, une confession peinte à l'huile que nous ne pourrions jamais effacer. La peur, qui s'était un instant évanouie, est revenue, plus forte, plus glaciale que jamais. Elle s'est levée, le visage blême, a rajusté sa robe d'un geste mécanique, et sans un mot, sans un regard en arrière, elle est sortie de la cabane, me laissant seul avec notre chef-d'œuvre et notre condamnation. Je savais, avec une certitude qui me glaçait les os, que nous n'avions pas trouvé la liberté dans ce baiser. Nous avions seulement scellé notre destin et choisi l'arme qui nous anéantirait. La nuit tomba sur ma cabane, mais le crépuscule qui s'installait dans mon âme était bien plus sombre. Je restais là, immobile, longtemps après son départ, l'air encore vibrant de sa présence, de son parfum,
du contact fantôme de ses lèvres sur les miennes. Le portrait sur son chevalet semblait me juger dans la lumière vacillante de la bougie. Il était la seule chose réelle dans le chaos de mes pensées, un témoin silencieux de notre transgression. J'aurais dû le cacher, l'enfouir sous les planches, le protéger de tous les regards. Mais j'étais paralysé, incapable de briser le sortilège. Je contemplais son visage peint, ce fragment de son âme que j'avais volé, et dans cette contemplation, j'ai commis l'erreur fatale de croire que cet instant de beauté pouvait durer. J'étais un homme qui, ayant touché le soleil, oubliait que ses doigts n'étaient que de chair et de sang et qu'ils allaient inévitablement brûler. La peur elle-même s'était tue, anesthésiée par la magnitude de ce qui venait de se passer. Le silence fut brisé, non par un murmure ou un craquement, mais par le son le plus terrifiant de ce domaine, le galop furieux d'un cheval s'arrêtant net juste devant ma porte. Ce n'était pas le trot mesuré d'un contremaître, mais la course impérieuse de l'étalon du maître, une bête aussi fière et brutale que son propriétaire. Le martèlement des sabots sur la terre battue, le cliquetis métallique du harnais, le reniflement puissant de l'animal, chaque son était une détonation dans le calme de la nuit, un coup de bélier contre les murs fragiles de mon sanctuaire. Mon sang se glaça dans mes veines, une sueur froide perla sur mon front. Il n'y avait qu'un seul homme qui osait ainsi violer le seuil de nos misérables habitations. Le temps sembla s'arrêter, s'étirer en une agonie insoutenable. Je n'ai pas eu besoin de voir son visage pour savoir. Le loup était à la porte, et j'étais l'agneau qui n'avait même pas songé à se cacher. La porte vola en éclats, arrachée de ses gonds par une seule et violente poussée. Henri de Montclar se tenait sur le seuil, sa silhouette massive barrant la sortie, une ombre noire découpée sur le ciel d'encre. Derrière lui, le visage blafard du majordome, dont les yeux fuyants confirmaient la trahison. Le regard du maître balaya la pièce avec un mépris glacial, ignorant ma présence comme si j'étais un insecte. Ses yeux passèrent sur mon lit de camp, sur mes quelques outils, puis ils se posèrent sur le chevalet, sur le portrait d'Élise. Un silence de mort tomba sur la cabane, un silence si lourd qu'il semblait aspirer tout l'air. Je le vis se raidir, chaque muscle de son corps se tendant comme une corde sur le point de rompre. Il ne dit rien. Il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement une certitude froide, la découverte d'une profanation qu'il avait peut-être toujours soupçonnée. Il avait trouvé la preuve, non d'un adultère, mais de quelque chose de bien pire à ses yeux, une âme qui s'était échappée. Il fit un pas à l'intérieur, ses bottes de cuir écrasant sans un bruit la terre battue. Ses mains gantées restaient derrière son dos, mais je pouvais sentir la violence contenue dans sa posture. Il s'approcha de la toile, son ombre la recouvrant entièrement. Il l'examina longuement, chaque détail, chaque coup de pinceau qui révélait la tristesse et la tendresse de sa femme. Il voyait ce que je voyais, ce qu'elle lui avait demandé de montrer. Il voyait une Élise qui ne lui appartenait pas, qui ne lui avait jamais appartenu. Ce n'était pas un portrait, c'était un acte d'accusation. Puis, très lentement, il tourna la tête vers moi. Pour la première fois, il me regarda. Son regard n'était pas celui d'un homme en colère, mais celui d'un propriétaire évaluant un objet souillé, une chose qu'il fallait nettoyer, effacer, anéantir. Dans ce regard, j'ai lu ma sentence et celle d'Élise. Il n'y avait aucune place pour la pitié, seulement pour l'ordre et la possession. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était dénudée de toute émotion, plate et tranchante comme la lame d'une guillotine. « Prenez-le », ordonna-t-il au majordome sans me quitter des yeux. « Quant à cette chose, brûlez-la. » Le mot « chose » désignait le portrait, notre secret, notre crime, le seul morceau de beauté que nous avions créé. 2 valets, surgis de la nuit, m'empoignaient par les bras avec une brutalité qui me coupa le souffle. Je n'ai pas lutté. Toute force m'avait abandonné. Alors qu'ils me traînaient dehors, sur la terre froide, mon dernier regard fut pour elle, pour son visage sur la toile, juste avant qu'une main ne l'arrache du chevalet. J'ai entendu le bruit du bois qui se brise, puis une première flamme a jailli dans la cabane, projetant des ombres dansantes et monstrueuses. Ils allaient tout effacer.
Mais je savais qu'en détruisant l'image, il ne faisait qu'enraciner la vérité plus profondément dans la mémoire de ceux qui l'avaient vue. On ne m'a pas conduit à la potence. La mort aurait été une miséricorde, une fin rapide à une histoire qui n'aurait jamais dû commencer. Au lieu de cela, ils m'ont jeté dans la cave du manoir, une geôle de pierre suintante où le temps n'existait plus. L'obscurité était totale, un linceul humide qui s'infiltrait dans mes os et mes pensées. Le froid du sol remontait le long de ma colonne vertébrale, tandis que la faim et la soif devenaient une douleur sourde et constante. J'ai perdu la notion des heures, puis des jours. Mon seul compagnon était le bruit de l'eau s'égouttant quelque part dans le noir, un métronome implacable marquant les secondes de mon anéantissement. Il ne me tuait pas, il me laissait pourrir, me dépouillant de mon humanité bribe par bribe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la bête terrifiée qu'ils avaient toujours voulu que je sois. C'était là le véritable châtiment, non pas la faim, mais l'effacement. Lorsqu'il est finalement venu, sa silhouette se découpant dans l'encadrement de la porte entr'ouverte, la lumière m'a semblé aussi violente qu'un coup de poing. Henri de Monclar n'a pas élevé la voix. Il s'est contenté de poser des questions, d'une voix calme et détachée, comme un naturaliste étudiant un insecte. Il ne demandait pas si j'avais touché sa femme, mais où et comment. Chaque question était une souillure, une tentative de réduire notre connexion silencieuse à un acte charnel et sordide, de salir la seule chose pure que j'avais jamais connue. Je suis resté muet. Mon silence était ma dernière forteresse, le seul territoire qu'il ne pouvait pas conquérir. En réponse, il n'a pas frappé. Il a simplement souri, un rictus fin et cruel. Il n'avait pas besoin de mes aveux. Mon silence était déjà une confession suffisante. Il se retourna et partit, me laissant dans une obscurité encore plus profonde qu'auparavant, car elle était désormais remplie de son mépris. On m'a traîné hors du cachot au petit matin, lorsque le ciel avait la couleur d'une ecchymose. Mes yeux, non habitués à la lumière, pleuraient. Dans la cour principale, une voiture de voyage était attelée, sombre et austère comme un corbillard. Et puis je l'ai vue, Élise. Elle se tenait sur le perron, flanquée de 2 femmes vêtues de noir, au visage aussi fermé que des portes de prison. Elle portait une robe simple, grise, sans aucun ornement. Son visage était d'une pâleur de cire, ses yeux fixant un point invisible au-delà des murs du domaine. Elle ne luttait pas, ne pleurait pas. Elle était devenue une statue de résignation, une poupée de porcelaine dont on avait retiré l'âme. Je compris alors qu'on ne l'envoyait pas simplement en exil. On l'envoyait dans un lieu où les âmes comme la sienne étaient enfermées, un couvent lointain, ou un asile, un endroit où son silence serait éternel et sa beauté oubliée de tous. Alors qu'on la guidait vers la voiture, son regard a croisé le mien. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, un éclair dans le grand vide de cette matinée. Dans ses yeux, je n'ai vu ni amour, ni pitié, ni même de la peur. J'ai vu le reflet de ma propre condamnation. J'ai vu la fin de tout. C'était un adieu sans mots, la reconnaissance murette que notre tentative de liberté n'avait été qu'une illusion, un rêve fiévreux dont le réveil était d'une brutalité sans nom. Elle a détourné la tête la première, montant dans la voiture sans un regard en arrière. La portière s'est refermée avec un bruit sec et définitif. Le fouet a claqué, les roues ont grincé sur le gravier et elle a disparu de ma vie, emportant avec elle la seule couleur que j'avais jamais vue dans ce monde de grisaille. Elle était l'oiseau à l'aile brisée et il venait de l'enfermer dans une cage dont elle ne sortirait jamais. Mon tour est venu. Henri de Monclar se tenait devant moi, le symbole de son pouvoir absolu. Il ne m'a pas accordé l'honneur d'une exécution publique. Mon nom ne devait pas devenir le nom d'un martyr ou d'un rebelle. Il devait être effacé. Il a prononcé ma sentence d'une voix neutre, comme s'il lisait un acte de vente pour du bétail. J'étais vendu. Vendu à un capitaine de navire de Brest, destiné aux galères du roi ou à quelques colonies pénitentiaires dont personne ne revenait jamais. Un exil perpétuel, une mort lente et anonyme loin de la terre qui m'avait vu naître. C'était un châtiment d'une intelligence diabolique. Il ne me tuait pas, il me niait toute existence. J'allais devenir un fantôme, une histoire que l'on ne raconterait jamais. Alors que ces gardes me liaient les mains, j'ai jeté un dernier regard sur les vignes, sur cette terre qui avait pris la vie de mon père et la mienne, et j'ai compris que la véritable prison n'était pas la cale d'un navire, mais ce domaine tout entier. Les années ont passé. Combien, je ne saurais le dire. Le soleil et le sel ont rongé ma peau et mes souvenirs. J'ai survécu. C'est peut-être là ma plus grande tragédie. Je suis un vieil homme maintenant, et mes mains, qui ont un jour tenu un fusain avec tant de délicatesse, ne sont plus bonnes qu'à ramer.
Le domaine de Montclar existe toujours, j'en suis sûr. La vie y a repris son cours immuable. Les vignes produisent leur vin, les saisons se succèdent, et de nouveaux journaliers courbent l'échine sur la même terre. Notre histoire a été balayée, enterrée sous le poids du silence et de l'ordre restauré. Le portrait a brûlé, Élise a disparu, et Luc Moreau est un nom que personne ne prononce plus. Notre amour, notre rébellion, notre unique instant de vérité n'ont été qu'une ondulation à la surface d'un étang, aussitôt disparu, ne laissant aucune trace. Le système n'a pas seulement gagné, il a prouvé qu'il était la seule réalité possible. Parfois, la nuit, lorsque la lune est pleine et que la mer est calme, je ferme les yeux et j'essaye de me souvenir de son visage. Non pas le visage de cire du matin de son départ, mais celui qui s'était révélé à la lueur de la bougie dans ma cabane. Je me souviens de la tristesse dans son regard et de la confiance qu'elle m'avait accordée. Le portrait a été détruit, mais sa véritable image est gravée ici, derrière mes paupières, là où aucun maître ne pourra jamais l'atteindre. C'est mon seul trésor, le dernier vestige d'un monde qui aurait pu être. C'est une bien maigre consolation, une braise qui refuse de s'éteindre dans le désert de ma vie. Écoutez bien le vent qui souffle sur les terres oubliées. Il est chargé de murmures comme le mien, les histoires silencieuses de tous ceux qui, pour un seul regard, ont tout perdu.